Pendant ma convalescence, ma fille a ricané, signe la procuration, tu es fini. J'ai fait semblant de pleurer en lui tendant les faux documents, profite de ton héritage sans valeur, ma chérie. Quand les agents fédéraux ont finalement pris d'assaut le country club. Ma fille et mon frère m'ont complètement abandonné dans un établissement de soins de mauvaise qualité après un terrible accident de voiture, complotant pour voler mon héritage. J'ai donc utilisé mes compétences d'architecte pour construire en silence un piège juridique impénétrable qu'ils n'ont jamais vu venir. C'est là que l'histoire commence vraiment, et vous ne voudrez pas manquer ce qui va suivre. Assurez-vous d'être abonné pour la suivre jusqu'au bout. Nous sommes toujours curieux, d'où dans le monde nous regardez-vous tous aujourd'hui? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Le bip rythmique et persistant du moniteur cardiaque était la seule encre qui me rattachait à la réalité. Depuis des jours, ou peut-être des semaines, la notion de temps s'était complètement dissoute. Ce gazouillis mécanique était la bande-son d'un brouillard de douleurs atroces et de sommeil lourdement médicamenteux. Quand j'ai finalement forcé mes paupières lourdes à s'ouvrir, la lumière fluorescente, crue et vacillante au-dessus de moi, m'a semblé être une agression physique. Je n'étais pas dans l'aile de réadaptation ultramoderne de l'hôpital de la ville où il m'avait d'abord transporté d'urgence après que le semi-remorque eût traversé le terre-plein central et écrasé ma berline. Je me souvenais des premières suites, du crissement du métal, du fracas du verre, de la certitude absolue que ma vie d'architecte de 58 ans s'achevait là, sur l'asphalte pluvieux. Je me souvenais de m'être réveillé brièvement dans une unité de soins intensifs immaculée, entourée de machines de haute technologie et de spécialistes murmurants. Mais cette chambre était différente. Elle sentait intensément l'eau de javel qui tentait, sans y parvenir, de masquer l'odeur sous-jacente de nourriture rassie et de négligence. Les murs étaient peints d'une nuance nauséabonde de beige institutionnel, s'écaillant dans les coins. Une tache d'eau s'épanouissait sur les dalles du plafond juste au-dessus de mon lit, une forme jaune brunâtre que mon cerveau d'architecte essayait automatiquement d'analyser pour déceler un compromis structurel. Mon corps m'était totalement étranger. Chaque respiration était une négociation avec mes côtes fracturées. Ma jambe droite était enfermée dans un plâtre lourd et rigide, surélevée et lancinante d'une douleur sourde et constante. Mon bras dominant, la main qui avait esquissé des plans pour des centres civiques primés et de vastes complexes résidentiels, était enveloppé d'épais bandages, une toile d'araignée de perfusion serpentant sur le dos de ma main. J'ai appuyé sur le bouton d'appel, mon pouce faible et tremblant. Il a fallu 23 minutes, selon l'horloge murale, pour qu'une infirmière arrive. Elle avait l'air épuisée, sa blouse était froissée, et elle portait un presse-papier qui semblait trop lourd pour elle. « Oh, vous êtes enfin réveillée, Camilla, dit-elle, sa voix dépourvue de toute chaleur, se contentant de constater un fait. Elle n'a pas vérifié mes signes vitaux ni ajusté mes oreillers. Elle s'est juste tenue au pied du lit, griffonnant quelque chose. Où est ma fille? Ai-je croassé? Ma gorge semblait recouverte de papier de verre. Où est Sylvia? L'infirmière a soupiré, déplaçant son poids d'un pied sur l'autre. Ma chère, vous êtes à Shady Piney Recovery depuis 12 jours. Vous avez été transféré de l'hôpital principal lorsque votre assurance n'a plus voulu couvrir le centre de rééducation de luxe. Votre famille a autorisé le transfert. Ma famille. La panique a commencé à ronger les bords de mon esprit lourdement médicamenté, se frayant un chemin à travers le brouillard des analgésiques. Sylvia, mon frère, Michael. L'infirmière a tourné une page sur son presse-papier, sans me regarder dans les yeux. Nous n'avons enregistré aucune visite pour vous depuis votre arrivée. Il y a eu un appel téléphonique d'un certain Michael il y a environ une semaine, demandant si vous étiez déjà consciente. Quand j'ai dit non, il a dit qu'il rappellerait. Il ne l'a pas fait. Les mots flottaient dans l'air stagnant de la pièce. 12 jours. J'étais allongé dans cet établissement délabré et oublié depuis près de 2 semaines, et ni ma fille de 28 ans, que j'aimais plus que ma propre vie, ni mon frère aîné, n'était venu s'asseoir à mon chevet. Pouvez-vous composer son numéro pour moi? Ai-je supplié, l'humiliation de plaider étant totalement éclipsée par mon besoin désespéré d'entendre la voix de Sylvia. J'ai débité le numéro de mémoire. L'infirmière a sorti à contre-cœur un téléphone sans fil de sa poche, a composé le numéro et l'a porté à mon oreille. Il a sonné 4 fois avant de tomber sur la messagerie vocale. Je n'ai pas laissé de message. J'ai demandé à l'infirmière d'essayer le numéro de Michael. Il a sonné une fois, puis est passé directement à un message d'accueil automatisé générique. Je suis resté allongé pendant que l'infirmière quittait la pièce,
le silence pesant sur moi plus lourdement que le plâtre sur ma jambe. J'ai pensé aux innombrables nuits que j'avais passées éveillé avec Sylvia quand elle était enfant, luttant contre les fièvres et les terreurs nocturnes. J'ai pensé aux énormes sacrifices financiers que j'avais faits pour qu'elle fréquente les meilleures écoles privées et obtienne son diplôme universitaire sans dette. J'avais construit toute ma vie, toute ma carrière, autour de la création d'une base pour elle. Et maintenant, alors que la structure de ma propre vie s'était violemment effondrée, elle était introuvable. L'agonie physique qui irradiait de mes os brisés était aveuglante, mais la prise de conscience angoissante de leur abandon était bien plus profonde. La trahison était pire que le diagnostic lui-même. Les jours suivants se sont fondus en un continuum misérable de physiothérapie qui ressemblait plus à de la torture, de repas épouvantables servis sur des plateaux en plastique et d'une solitude profonde et retentissante. Mon esprit, cependant, a commencé à s'éclaircir à mesure que les puissants analgésiques étaient réduits à des doses plus gérables. L'architecte analytique et pointu en moi a commencé à se réveiller. J'ai commencé à étudier l'établissement. Shady Piney était un endroit où les gens étaient envoyés pour s'éteindre tranquillement. C'était bon marché, en sous-effectif, et complètement caché des cercles aisés que ma famille fréquentait habituellement. C'est le 18e jour que Sylvia est finalement apparue. La porte de ma chambre s'est ouverte et elle est entrée. Elle était impeccable. Ses cheveux étaient parfaitement bruchés et elle portait un trench coat de créateur que j'ai reconnu. Je le lui avais acheté pour son 25e anniversaire. Elle s'est arrêtée juste à l'entrée, plissant visiblement le nez en sentant l'odeur de la pièce. Elle ne s'est pas précipitée à mes côtés. Elle n'a pas pleuré. Elle est restée là, à me regarder comme si j'étais une étrangère avec qui elle était obligée d'interagir par politesse. « Maman, dit-elle, la voix tendue, crispée. Tu as l'air terrible. J'ai survécu à une collision frontale avec un camion, Sylvia, ai-je réussi à dire, ma voix plus forte maintenant qu'elle ne l'avait été quelques jours auparavant, bien que toujours rauque. Où étais-tu? Pourquoi suis-je dans cet endroit? Sylvia a croisé les bras, faisant un pas prudent de plus dans la pièce, en veillant à ne pas frôler le rideau d'intimité taché. Elle s'éclaircit la gorge. Ça a été incroyablement stressant, maman. Tu n'as aucune idée. Les médecins de l'hôpital principal ont dit que ta convalescence prendrait des mois, peut-être un an. Ils ont dit que tu ne pourrais peut-être plus jamais marcher correctement ou utiliser ta main droite. Nous avons dû prendre des décisions pratiques. L'assurance ne couvrait pas indéfiniment l'établissement de luxe. Alors, vous m'avez largué ici. La trahison avait un goût de cendre dans ma bouche. Ne sois pas dramatique, soupira-t-elle en consultant l'écran lumineux de sa smartwatch. Oncle Michael est intervenu pour aider. Il a dit que cet endroit était rentable et empêcherait ton patrimoine de se vider avec les factures médicales. Tu sais comment il est avec les finances. Il est conseiller en patrimoine indépendant. Maman, il sait ce qu'il fait. J'ai fermé les yeux un instant. Les pièces du puzzle s'assemblaient avec une clarté écœurante. Mon patrimoine, les économies de toute une vie, les propriétés, les investissements que j'avais soigneusement gérés au cours d'une carrière de 30 ans. Je suis réveillé maintenant, Sylvia, dis-je en ouvrant les yeux et en la fixant d'un regard dur. Je peux prendre mes propres décisions. Je veux être transféré. Appelle mon avocate, Alice, ou dis-moi où est mon téléphone. Sylvia se tortilla mal à l'aise, évitant mon regard. Maman, ton téléphone a été détruit dans l'accident. Et pour ce qui est de prendre des décisions, oncle Michael et moi en avons discuté. Les médecins étaient très pessimistes quant à ta récupération cognitive après la commotion cérébrale. Michael se renseigne pour obtenir une procuration médicale. Juste temporairement. Juste pour s'assurer que les factures sont payées et que ton portefeuille ne s'effondre pas pendant que tu es incapable d'agir. Elle ne me regardait pas comme si j'étais sa mère. Elle me regardait comme si j'étais un problème à gérer. Un tremplin sur lequel elle attendait de marcher. La froideur dans ses yeux était terrifiante. Elle est restée exactement 12 minutes, se plaignant principalement de la difficulté de la circulation pour se rendre de ce côté de la ville avant de s'excuser et de partir. Elle ne m'a pas serré dans ses bras. Elle a à peine touché mon épaule non blessée. Alors que la porte se refermait derrière elle, un profond changement s'est produit en moi. Le désespoir écrasant que j'avais ressenti au cours des 2 dernières semaines s'est cristallisé en quelque chose de complètement différent. Il s'est solidifié en une résolution froide et dure. Il me croyait brisé.
Ils me croyaient être une vieille femme déclinante, piégée dans un corps en décomposition, dans un bâtiment en décomposition, entièrement à leur merci. Ils pensaient avoir assuré leur avenir financier en me laissant dans l'ignorance. Mais ils avaient oublié une chose cruciale. Ils avaient oublié que j'avais passé toute ma vie à concevoir des structures destinées à résister à d'immenses pressions. Je savais comment construire une fondation. Et plus important encore, je savais comment en démolir une sans dommages collatéraux. Ils évaluaient la surface, ne regardant que les bandages et la chambre bon marché. Ils avaient oublié une chose cruciale. La grande majorité de la fortune de mon défunt mari ne se trouvait pas du tout dans mon portefeuille standard. Elle était enfermée dans un trust hermétique et invisible que seul moi contrôlais, un fait que j'avais gardé entièrement pour moi pendant 15 ans. Pour comprendre la profondeur du sentiment de droit de mon frère Michael, il faut comprendre la dynamique de notre jeunesse. Nos parents travaillaient dur mais appartenaient strictement à la classe moyenne. Lorsque j'ai découvert une passion pour le design et les mathématiques, j'ai cumulé 3 emplois pour financer mes études d'architecture. Michael, de 4 ans mon aîné, a découvert une passion pour convaincre les autres de lui donner de l'argent pour des entreprises infaillibles qui s'effondraient inévitablement. Au fil des décennies, alors que je bâtissais mon cabinet à partir de rien, remportant des contrats municipaux et des prix de design, Michael s'est présenté comme un conseiller en patrimoine indépendant. C'était un titre qui sonnait impressionnant lors des dîners, mais qui signifiait en fin de compte qu'il passait ses journées à jouer au golf avec de riches veuves et à essayer de récupérer des commissions sur des conseils en investissement douteux. Je l'avais renfloué plus de fois que je ne pouvais compter, remboursant un associé silencieux lorsqu'une entreprise de restauration avait échoué, couvrant son hypothèque lorsque le marché avait baissé. Je le faisais parce qu'il était de la famille et parce que je croyais naïvement qu'il finirait par trouver sa voie. J'avais tort. Ma générosité ne l'avait pas aidé. Elle n'avait fait que subventionner son arrogance et alimenter son ressentiment envers mon succès. 2 jours après la brève et glaçante visite de Sylvia, Michael m'a finalement honoré de sa présence. Il n'est pas entré dans la pièce. Il a fait une entrée. Il portait un costume gris anthracite sur mesure qui coûtait probablement plus cher qu'un mois de séjour dans cet établissement misérable. Ses cheveux argentés étaient parfaitement coiffés, ses chaussures polies jusqu'à un éclat miroir. Mais alors qu'il s'approchait du lit, la forte odeur de son eau de Cologne coûteuse ne parvenait pas tout à fait à masquer la légère odeur âcre de scotch sur son haleine. Même à 2 heures de l'après-midi, c'était l'odeur du désespoir qui tentait de se faire passer pour le succès. « Camilla, ma chère, dit-il doucement, affichant un sourire brillant et étudié qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Il a rapproché du lit l'unique et inconfortable chaise en plastique pour visiteurs et s'est assis, ajustant soigneusement son pantalon pour qu'il ne se froisse pas. « Regarde-toi. C'est une véritable tragédie ce qui est arrivé. Une tragédie. Tu as pris ton temps pour arriver, Michael, dis-je, gardant ma voix parfaitement égale. Je ne voulais pas qu'il voie la colère. Je voulais qu'il voie la soumission. Je devais voir sa main avant de jouer la mienne. Il a agité une main avec dédain, sa lourde montre en or captant la terrible lumière fluorescente. J'ai travaillé sans relâche en ton nom, Camilla. Tu n'as aucune idée du désordre absolu dans lequel se trouvaient tes affaires. Avec toi complètement hors service, et soyons honnêtes, les médecins n'étaient pas sûrs que tu retrouverais un jour toutes tes fonctions cognitives. Quelqu'un devait prendre les choses en main pour protéger les actifs familiaux. Pour protéger Sylvia. Les protéger de quoi? Ai-je demandé calmement. De la stagnation, Camilla. Des sangsues médicales? Il s'est penché, baissant la voix d'un ton conspirateur. Ton portefeuille d'investissement standard est beaucoup trop conservateur, et avec ses factures d'hôpital. Eh bien, nous devions prendre des mesures agressives. J'ai conseillé Sylvia sur la manière de restructurer certains de tes actifs liquides, mais nous rencontrons des obstacles à cause de ton nom sur les comptes. Il a fait une pause, a plongé la main dans sa mallette en cuir parfaitement taillée et en a sorti une épaisse enveloppe en manille. Il l'a posée délicatement sur le bord de mon lit, juste à côté de ma main non blessée. C'est pourquoi j'ai demandé à mon équipe juridique de rédiger ceci, a-t-il poursuivi, son ton passant à la cadence douce d'un vendeur concluant une affaire. C'est une procuration complète et durable. Elle me donne l'autorité de gérer ton patrimoine, de vendre les propriétés peu performantes comme cette absurde maison au bord du lac que tu n'utilises jamais. Et de garantir que l'héritage de Sylvia est protégé et fructifié pendant que tu te concentres entièrement sur ta convalescence. Il a regardé autour de la pièce lugubre,
sa lèvre se retroussant légèrement. Et nous pourrons éventuellement te faire déménager dans un endroit un peu plus confortable une fois que les finances seront correctement sécurisées sous ma gestion. J'ai regardé l'enveloppe. Je n'avais pas besoin de lire les documents pour savoir ce qu'ils disaient. C'était une reddition complète. Si je la signais, il liquiderait le travail de ma vie en un mois, canalisant l'argent vers ses propres projets défaillants ou des comptes offshore pour couvrir ses dettes cachées, laissant Sylvia avec des miettes et moi à pourrir indéfiniment à Shady-Pinet. Il exploitait l'anxiété de ma fille et ma vulnérabilité physique pour orchestrer le vol ultime. Je suis très fatigué, Michael, dis-je doucement, laissant mes yeux se baisser légèrement, jouant parfaitement le rôle de la victime épuisée et vaincue. Ma main, les bandages. Je ne peux pas tenir un stylo aujourd'hui. Laisse-les. Je les regarderai quand ma vision ne sera plus si floue. Michael fronça légèrement les sourcils, un éclair d'irritation véritable traversant ses traits polis. Il détestait les retards. Il avait besoin que ce soit fait rapidement, mais il a vite lissé son expression pour retrouver un masque de préoccupation fraternelle. Bien sûr, Camilla, prends ton temps, mais ne tarde pas trop. Le marché n'attend personne, et nous devons sécuriser ton avenir. Il s'est levé, boutonnant sa veste de costume. Je serai de retour vendredi. Essaie de te reposer. Alors qu'il sortait, le claquement de ses coûteuses chaussures en cuir italien résonnant sur le couloir en linoléum bon marché, j'ai tendu ma main gauche bandée et maladroite et j'ai poussé l'enveloppe en manille du lit. Elle a heurté le sol avec un bruit sourd et satisfaisant. Le jeu avait officiellement commencé. Il pensait jouer contre une vieille femme infirme. Il ne réalisait pas qu'il jouait contre une architecte qui venait de trouver la faille structurelle de tout leur plan. J'ai fermé les yeux, non pas pour dormir, mais pour commencer à dessiner les plans de leur ruine absolue. Dès que la porte s'est refermée derrière mon frère, le compte à rebours a commencé. J'avais laissé Michael et Sylvia croire qu'ils détenaient toutes les cartes, mais ils jouaient aux dames alors que je dessinais un plan en 3 dimensions pour leur destruction. Pour l'exécuter, cependant, j'avais besoin d'outils. Plus précisément, j'avais besoin d'une ligne de communication avec le monde extérieur qui ne passait pas par le standard téléphonique rouillé et surveillé de Shady-Pinet. Ce soir-là, pendant le changement d'équipe, un jeune aide-soignant nommé Matteo est entré pour vider ma poubelle. C'était l'un des rares membres du personnel à me regarder dans les yeux, et je l'avais remarqué en train d'admirer la lourde bague en saphir et or que je portais toujours à ma main gauche non blessée, un bijou que Michael avait miraculeusement omis de m'arracher du doigt. Matteo, ai-je chuchoté, ma voix rauque mais ferme. J'ai besoin d'un service, un énorme service, et je suis prête à vous dédommager très, très bien pour cela. Il s'est arrêté, regardant nerveusement la porte ouverte. Madame, je ne suis pas censé. J'ai besoin de votre téléphone portable, les jeux interrompus, enlevant la lourde bague en saphir de mon doigt et la lui tendant dans la pénombre. Pour 10 minutes. Prenez-la. Mettez-la au clou. Gardez-la. Peu m'importe. Elle vaut au moins 5 000 €. Laissez-moi juste passer un appel et apportez-moi un téléphone prépayé bon marché demain. Marché conclu. Matteo a dégluti difficilement, les yeux écarquillés. Il a pris la bague, l'a glissée dans la poche de sa blouse et m'a tendu son smartphone déverrouillé. Je n'ai pas appelé la police. Je n'ai pas appelé Sylvia. J'ai composé le numéro de portable privé et non répertorié d'Alice, mon avocate d'affaires personnelle. Alice était un requin en tailleur, une femme qui m'avait aidé à naviguer dans le monde impitoyable de l'immobilier commercial pendant 2 décennies. Elle était farouchement loyale, terriblement compétente, et elle n'avait absolument aucun lien avec Michael ou ses contacts juridiques amateurs. Camilla. La voix d'Alice a crépité dans le récepteur, épaisse de choc. Mon Dieu, j'essaie de vous localiser depuis près de 3 semaines. Les avocats de Michael ont fait obstruction à mon cabinet, prétendant que vous étiez dans une clinique spécialisée pour traumatisme crânien dans un autre état. Où êtes-vous? Je suis dans un dépotoir du côté est appelé Shady-Pinet, ai-je répondu, ma voix gagnant en force à chaque mot. Alice, écoutez-moi attentivement. Michael tente une prise de contrôle hostile de mon patrimoine. Il fait pression pour une procuration durable, prétendant que je suis cognitivement compromise. Il utilise Sylvia comme levier. Je serai là dans 20 minutes avec une injonction, a grondé Alice, la fureur protectrice évidente dans son ton. Non, ai-je commandé sèchement. Si vous le bloquez légalement maintenant, il se dérobera et essaiera un autre angle. Je ne veux pas seulement l'arrêter, Alice.
Je veux l'anéantir. J'ai besoin que vous veniez ici demain pendant les heures de visite. Amenez un notaire. Amenez votre ordinateur portable sécurisé. Et surtout, amenez les dossiers du Trust Arthur. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Le Trust Arthur, a répété Alice, son ton passant à une profonde révérence. Vous ouvrez enfin le coffre-fort. Quand mon mari Arthur est décédé il y a 15 ans d'une crise cardiaque soudaine, il a laissé derrière lui une somme d'argent stupéfiante. De l'argent qu'il avait discrètement accumulé grâce à des investissements technologiques précoces et incroyablement lucratifs dont personne dans ma famille, et encore moins Michael, n'avait connaissance. Pour me protéger des vautours inévitables, Arthur et moi avions structuré cette richesse en un trust aveugle. Sur le papier, mon cabinet d'architecte et mes investissements standards me rendaient riche. Mais le Trust Arthur faisait de moi un titan. Je n'y avais jamais touché, le gardant comme le filet de sécurité ultime pour l'avenir de Sylvia. Maintenant, ce filet de sécurité allait devenir un piège d'acier. Le lendemain après-midi, Alice est entrée à Shady Pinet déguisée en un modeste cardigan, portant un sac fourre-tout en cuir qui semblait tout à fait anodin. Pendant 3 heures, alors que je faisais semblant de dormir chaque fois qu'une infirmière passait, nous avons travaillé. J'ai demandé à Alice d'initier une restructuration discrète et complète de mes actifs visibles connus, ceux sur lesquels Michael bavait. Nous avons entamé le processus juridique complexe de canalisation de 95% de mon portefeuille public vers une fondation caritative irrévocable dédiée au financement d'étudiantes en architecture. Quand ce sera fait, ai-je expliqué en examinant les documents numériques sur l'écran d'Alice, mon patrimoine public aura exactement la même apparence en surface. Les comptes existeront. Les propriétés seront toujours à mon nom, mais la fondation détiendra la participation absolue et inébranlable. Si Michael met la main sur les comptes, il les trouvera fonctionnant comme des comptes fantômes, dépouillés de toute valeur de retrait réel. C'est brillant, a murmuré Alice, ses doigts volant sur le clavier. C'est une belle façade sans absolument rien pour la soutenir à l'intérieur. Mais qu'en est-il de Michael lui-même? Nous devons savoir exactement pourquoi il est si désespéré. Cela nous amène à l'étape 2, dis-je en me penchant en arrière sur mes oreillers inconfortables. Une satisfaction sinistre s'installant dans mes os. J'ai besoin que vous engagiez Parker. Parker était un détective privé. Notre cabinet l'utilisait occasionnellement pour enquêter sur des entrepreneurs douteux. Il était un ex-militaire, profondément cynique et incroyablement minutieux. Mettez Parker sur Michael immédiatement, ai-je ordonné. Je veux un microscope sur chaque mouvement financier que mon frère a fait au cours des 5 dernières années. Je veux savoir à qui il doit de l'argent, combien il doit, et quel genre de mensonges désespérés il a raconté à ma fille pour la convaincre de participer à cela. Je veux que chaque brique fissurée de sa fondation soit exposée. Le vendredi est arrivé avec une chaleur humide et suffocante qui rendait l'odeur de l'établissement bon marché encore pire. Fidèle à sa parole, Michael est apparu précisément à 14 heures, mais cette fois, il avait amené Sylvia avec lui. La dynamique dans la pièce a changé instantanément. Sylvia avait l'air épuisée, des cernes sombres meurtrissaient le dessous de ses yeux, sa posture était défensive. Michael, à l'inverse, avait l'air presque étourdi, tenant une nouvelle enveloppe en manille, plus épaisse. « Camilla, ma chère », annonça Michael, entrant pratiquement en planant dans la pièce. « J'espère que tu te sens plus coopérative aujourd'hui. Nous devons vraiment nous débarrasser de ces maux de tête administratifs. J'ai amené Sylvia pour qu'elle puisse être témoin des signatures. Nous voulons que tout soit parfaitement transparent, n'est-ce pas? » Il a posé l'enveloppe sur mes genoux, a cliqué un lourd et coûteux stylo plume et me l'a offert. Juste quelques initiales ici, ici et ici. Ensuite, tu pourras retourner te reposer. J'ai regardé le stylo, puis Sylvia. Elle fixait le sol, les bras enroulés étroitement autour d'elle. Sylvia, dis-je doucement. Regarde-moi. Elle a hésité, puis a levé les yeux. Il nageait dans des larmes non versées et une culpabilité lourde et suffocante. Avant de signer ma vie, dis-je en gardant mon regard fixé sur ma fille, j'ai besoin de poser une question. Michael me dit que mon portefeuille est peu performant. Il me dit que nous avons besoin de mesures agressives pour protéger ton héritage. J'ai déplacé mon regard vers mon frère, qui souriait crispement, le stylo toujours tendu en l'air. Dis-moi, Michael, dis-je, ma voix baissant d'une octave, perdant toute trace de la femme frêle et blessée que j'avais jouée.
Comment se porte exactement le projet de développement Oakwood Ridge? L'effet fut instantané et spectaculaire. Le sang s'est complètement retiré du visage de Michael, le laissant ressembler à une figure de cire polie. Le projet de développement Oakwood Ridge était une entreprise immobilière commerciale spéculative massive que Michael avait défendue 3 ans auparavant. J'étais au courant parce que Parker, travaillant avec une vitesse terrifiante, avait envoyé un SMS préliminaire crypté à mon téléphone prépayé ce matin-là. Oakwood Ridge n'avait pas seulement échoué. Il s'était effondré de manière spectaculaire sous une montagne d'enquêtes fédérales concernant des fonds détournés, un fait que Michael avait désespérément gardé hors des journaux. Je ne vois pas de quoi tu parles, balbutia Michael, sa main tremblant légèrement, le stylo plume secoué. Oakwood est un placement à long terme. Il connaît quelques retards réglementaires standards, c'est tout. Je me suis retourné vers Sylvia. Sa tête s'était relevée brusquement à la mention du nom. Sylvia, dis-je calmement, ton oncle t'a-t-il conseillé d'investir l'intégralité de ta prime d'entreprise dans Oakwood Ridge l'année dernière? T'a-t-il dit que c'était un rendement trimestriel garanti de 8%? Le souffle de Sylvia se coupa. Elle regarda Michael, son expression passant de la culpabilité à une panique soudaine et brute. Oncle Michael, tu m'as dit que cet argent était en sécurité. Tu as dit que les retours étaient déjà en attente. Il est en sécurité. Aboya Michael, son vernis lisse se fissurant complètement. Il se tourna vers moi, ses yeux brillants d'une malice authentique. Qu'est-ce que c'est, Camilla? À quel jeu malsain joues-tu? Tu es allongé dans un lit d'hôpital, défoncé aux analgésiques, et tu essaies d'empoisonner ma relation avec ma nièce. Je ne prends plus d'analgésiques, Michael, ai-je répondu, me redressant légèrement, ignorant la douleur cuisante dans mes côtes. Je n'en ai pas pris depuis 3 jours. Mon esprit est parfaitement clair. Michael fit un pas vers le lit, son visage tordu dans un rictus laid et menaçant. Il se pencha, son eau de colonne coûteuse submergeant mes sens. Écoute-moi bien, vieille chauve-souris sénile, siffla-t-il, sa voix assez basse pour que Sylvia, debout près de la porte, ne puisse pas entendre les mots exacts, mais puisse clairement voir l'agression. Tu vas signer ces papiers, ou je jure devant Dieu que je demanderai à mes avocats de saisir le tribunal pour te faire déclarer légalement incompétente. Je gèlerai tous les actifs que tu as. Je couperai les paiements à cet établissement misérable. Et je te laisserai pourrir ici en tant que pupille de l'État. Tu n'as pas la force de me combattre. Il se redressa, lissant sa cravate, forçant un sourire à revenir sur son visage alors qu'il se tournait vers Sylvia. Ta mère hallucine, ma chérie. Le traumatisme de l'accident, ça provoque une paranoïa sévère. C'est exactement pourquoi nous devons prendre le contrôle. Mais Sylvia ne le regardait plus avec une confiance aveugle. La graine du doute que j'avais plantée avait instantanément pris racine. Elle a vu sa sueur paniquer, le tremblement de ses mains, et la menace soudaine et vicieuse qu'il m'avait adressée. Je ne signe rien aujourd'hui, Michael, dis-je à voix haute, en m'assurant que Sylvia entende chaque mot. Et si jamais tu me menaces à nouveau, je m'assurerai que les prochaines personnes qui t'interrogeront sur Oakwood Ridge porteront des badges fédéraux. Michael arracha l'enveloppe de mes genoux, son visage violet de rage. Tu le regretteras, Camilla. Viens, Sylvia. On s'en va. Il sortit de la pièce en trombe. Sylvia s'attarda une fraction de seconde, me regardant. Je ne lui ai offert aucun réconfort. J'ai simplement soutenu son regard. Elle devait sentir le poids de la situation. Elle s'est retournée et s'est dépêchée de le suivre, laissant la porte grande ouverte. Le premier coup avait parfaitement porté, et l'intégrité structurelle des mensonges de Michael commençait à se déformer. Le week-end fut atroce, non seulement physiquement, mais aussi psychologiquement. Je savais que Michael était acculé, et les animaux acculés sont dangereux. Il a immédiatement mis ses menaces mineures à exécution. L'administratrice de l'établissement a visité ma chambre le lundi matin, m'informant nerveusement que la carte principale enregistrée pour mes frais médicaux avait été suspendue. Et si un autre moyen de paiement n'était pas fourni dans les 48 heures, je serais renvoyé dans un refuge géré par l'État. Michael essayait de m'affamer. J'ai simplement souri, demandé à emprunter le téléphone de son bureau, et j'ai demandé à Alice de virer 100 000 € directement sur le compte d'exploitation de l'établissement, payant d'avance pour un mois dans leur suite privée de luxe, dans laquelle j'ai immédiatement exigé d'être transféré. L'expression sur le visage de l'administratrice valait chaque centime. Le mardi après-midi,
Alice est arrivée dans ma nouvelle chambre, nettement plus propre. Elle n'était pas déguisée cette fois. Elle est entrée vêtue de son tailleur le plus chic, portant un lourd dossier à souffler qui bourdonnait pratiquement d'informations létales. Parker s'est surpassé, a dit Alice, laissant tomber le dossier massif sur ma table de chevet avec un bruit sourd. Michael n'est pas seulement endetté, Camilla. Il gère une pyramide de Ponzi digne d'un manuel, et elle est dans les dernières étapes d'un effondrement catastrophique. Pendant les 2 heures suivantes, nous avons examiné les documents. C'était pire que tout ce que j'aurais pu imaginer. Michael devait des millions à des prêteurs privés peu recommandables. Il avait hypothéqué sa propre maison 3 fois. Il avait vidé les comptes de ses clients âgés. Et le plus dévastateur, Parker avait trouvé les registres des finances de Sylvia. Il gère son compte d'épargne depuis qu'elle a obtenu son diplôme, n'est-ce pas? Demanda doucement Alice, sortant un relevé bancaire surligné. J'ai hoché la tête, sentant une angoisse glaciale s'accumuler dans mon estomac. Oui, elle lui faisait confiance. Il n'y a plus rien, Camilla, dit Alice en montrant la ligne du bas. Il n'a pas seulement perdu son investissement dans Code. Au cours des 14 derniers mois, il a systématiquement vidé son épargne principale, falsifiant sa signature numérique sur des autorisations de retrait pour couvrir ses propres appels de marge. Son solde est actuellement de 34 €. Des larmes me piquèrent les yeux, non pas pour moi, mais pour ma fille. Elle avait travaillé si dur, et son propre oncle l'avait financièrement dépouillé pendant son sommeil. Nous le tenons, dis-je, ma voix tremblant d'une rage terrifiante et absolue. Nous avons tout ce dont nous avons besoin. Le jour suivant, Sylvia est venue me voir seule. Elle semblait fondamentalement brisée. La jeune femme polie et impatiente qui m'avait rendu visite des semaines auparavant avait disparu. Elle est entrée dans ma nouvelle suite, l'air confus par l'environnement amélioré, et s'est effondrée dans le fauteuil à côté de mon lit. Elle a enfoui son visage dans ses mains et a commencé à sangloter, des halètements profonds et déchirants de pur désespoir. Maman, a-t-elle étouffé, incapable de me regarder. Maman, je suis tellement désolé. Tu avais raison. Tu avais raison sur tout. J'ai tendu ma main gauche, la posant doucement sur son épaule tremblante. Que s'est-il passé, Sylvia? Il m'a demandé mes cartes de crédit, sanglota-t-elle, me regardant avec des joues striées de mascara. Il est venu à mon appartement hier soir, complètement paniqué. Il a dit que les avocats avaient besoin d'une provision immédiate pour te combattre au tribunal pour la procuration, et que ses liquidités étaient temporairement gelées. Il a exigé mes cartes quand je lui ai dit d'utiliser simplement mon compte d'épargne qu'il gère. Il a perdu la tête. Il a commencé à me crier dessus, à me traiter d'ingrate, à dire que je lui devais ça pour s'être occupé de tout ce gâchis. Elle s'essuya les yeux, prenant une inspiration saccadée. Je suis allé à la banque ce matin, maman, pour vérifier le compte. Il est vide. Il a tout pris. Mon fonds d'urgence, mon apport, mes économies, tout. Et quand je l'ai confronté, il m'a dit que si je ne l'aidais pas à te forcer à lui céder le patrimoine d'ici ce week-end, nous allions toutes les deux être ruinés. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas dit « je te l'avais bien dit ». La punition de sa propre prise de conscience était suffisamment brutale. Au lieu de cela, j'ai pris le dossier épais qu'Alice avait laissé et je l'ai posé carrément sur les genoux de Sylvia. « Ouvre-le à la page 4, ai-je commandé doucement. Sylvia s'essuya les mains sur son jean et ouvrit la lourde couverture. Elle a fixé les documents surlignés, ses yeux parcourant la comptabilité légale que Parker avait compilée. Elle a vu les signatures falsifiées. Elle a vu les virements de son compte directement vers des sociétés écrans offshore au nom de Michael. Elle a vu les avis de saisie sur ses propriétés. J'ai regardé les derniers vestiges de son allégeance à son oncle volés en éclats. L'illusion était morte. C'est un monstre, a-t-elle chuchoté, sa voix dépourvue de tout sauf de choc. Il me ment depuis des années. Il t'a isolé ici. Il m'a dit que tu étais pratiquement un légume juste pour pouvoir voler ton argent pour couvrir ses crimes. Et moi. Je l'ai laissé faire. Je t'ai abandonné. Elle est tombée à genoux à côté de mon lit, enfouissant sa tête contre mon matelas, pleurant si fort qu'elle en tremblait. Je suis tellement désolé. Je suis tellement, tellement désolé. Je ferai tout ce qu'il faut pour arranger ça. S'il te plaît, maman. S'il te plaît. J'ai caressé ses cheveux, sentant un complexe de chagrin et d'amour protecteur féroce se serrer dans ma poitrine.
La manipulation était brisée. Elle était enfin redevenue mienne. Nous allons arranger ça, Sylvia, dis-je, ma voix aussi dure et précise que du verre taillé. Michael a organisé un dîner de famille ce samedi au Country Club pour célébrer ma guérison et forcer la signature des papiers en public, là où il pense que je ne ferai pas de scène. Je veux que tu lui dises que j'ai accepté de tout signer. Sylvia leva les yeux, ses yeux écarquillés de terreur. Quoi? Non, maman, tu ne peux pas. Je ne vais rien signer, ai-je souri, une expression froide et impitoyable qui a fait taire Sylvia. Mais nous allons aller à ce dîner, et nous allons donner à ton oncle exactement le genre de spectacle public qu'il mérite. Nous allons le laisser croire qu'il a gagné jusqu'au moment où nous démolirons sa vie entière. Le samedi soir est arrivé avec une brise fraîche et vive qui semblait se moquer de la tempête qui était sur le point d'éclater. J'ai insisté pour arriver à l'Oak Creek Country Club dans une ambulance de transport médical, complétant l'illusion en demandant au chauffeur de me pousser dans la salle à manger privée dans un fauteuil roulant institutionnel encombrant. Je portais une simple robe ample que Sylvia m'avait apportée, mes bras toujours lourdement bandés, un châle en laine douce drapé sur mes épaules. J'avais l'air exactement comme Michael s'attendait à ce que je sois, fragile, diminué et complètement vaincu. La salle à manger privée était suffocante d'opulence. Des lambris d'acajou foncé, des lustres en cristal et la lourde odeur de viande rôtie et de vin cher. Michael n'avait reculé devant aucune dépense, mettant probablement toute la soirée sur l'une de ses rares cartes de crédit restantes, sévèrement surendetté. Il n'avait pas seulement invité Sylvia et moi. Il avait invité 6 de ses meilleurs clients, des personnes âgées et riches qui étaient, à leur insu, les piliers involontaires de sa pyramide de Ponzi en train de s'effondrer. Il utilisait ma prétendue capitulation comme une pièce de théâtre pour rassurer ses investisseurs anxieux sur sa stabilité financière et sa loyauté familiale. Ah, la voilà, a tonné Michael alors que le serveur me poussait en fauteuil roulant jusqu'au bout de la table. Il s'est précipité, son sourire aveuglant, et m'a embrassé sur la joue. J'ai dû me forcer à ne pas reculer devant l'odeur de son haleine imprégnée de scotch. Camilla, ma chérie, tu as l'air plus forte ce soir. Si courageux de ta part de te joindre à nous. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde, Michael, dis-je doucement, gardant les yeux baissés. Sylvia était assise à ma droite, raide comme une planche, ses mains jointes si fermement sur ses genoux que ses jointures étaient blanches. Elle ne regardait pas Michael. Elle ne regardait personne. Le dîner fut une affaire atroce. Je picorais ma nourriture, écoutant Michael tenir la cour, racontant des histoires élaborées et creuses sur les tendances du marché et les opportunités à venir. Il faisait continuellement référence à l'héritage de sa famille et à la façon dont mon malheureux accident n'avait fait que renforcer nos liens familiaux. Les investisseurs âgés hochaient la tête, charmés par son vernis lisse, complètement aveugles à la pourriture sous le plancher. Alors que les assiettes étaient débarrassées et que les serveurs versaient le café, Michael s'est levé, tapant une cuillère en argent contre son verre d'eau en cristal. La pièce est tombée dans le silence. Mes chers amis, a commencé Michael, plaçant une main sur son cœur, sa voix dégoulinant d'une émotion répétée. Ce soir est une célébration de la résilience. Comme vous le savez, ma brillante sœur Camilla a subi une terrible tragédie il y a quelques semaines. Ce fut une période sombre pour notre famille, mais l'adversité révèle notre véritable force. Il a fait un geste vers moi, un air de fausse pitié plaqué sur son visage. Le chemin de Camilla vers la guérison sera long, et elle a besoin d'une paix absolue. C'est pourquoi ce soir, nous officialisons un arrangement. Pour garantir que son héritage et l'avenir de sa fille sont protégés, Camilla a gracieusement accepté de m'accorder une procuration médicale et financière complète, consolidant ainsi les actifs de notre famille sous la gestion de mon cabinet. Une salve d'applaudissements polis a éclaté autour de la table. Les investisseurs souriaient avec approbation à sa prétendue dévotion fraternelle. Michael a attrapé à côté de sa chaise une mallette en cuir épaisse et familière. Il l'a ouverte et en a sorti les documents juridiques, les plaçant directement devant moi sur la nappe blanche. À côté des documents, il a placé un lourd stylo plaqué or. Camilla, dit-il, sa voix s'abaissant à un ton doux et persuasif conçu uniquement pour le public. Quand tu seras prête, ma chère. J'ai fixé le stylo. J'ai laissé le silence s'étirer pendant 5 secondes, 10 secondes. Les sourires polis autour de la table ont commencé à vaciller. L'œil de Michael a tressailli. Puis j'ai repoussé le fauteuil roulant de la table. J'ai posé ma main non blessée sur le bord du lourd bois d'acajou. J'ai engagé mes abdominaux,
ignorant la protestation aiguë de mes côtes en voie de guérison, et je me suis redressé. Je me suis tenu debout, sans aucune aide, dominant le fauteuil roulant, ma posture aussi droite et inflexible qu'une poutre d'acier. Un hoquet collectif a résonné dans la pièce. Une des femmes âgées a laissé tomber sa cuillère à café. Michael a fait un pas en arrière, ses yeux s'écarquillant d'horreur absolue. « Camilla » balbutia-t-il, sa voix polie se brisant. « Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Assieds-toi. Tu ne vas pas bien. » « Je vais parfaitement bien, Michael, dis-je, ma voix résonnant claire, nette et autoritaire, commandant la pièce avec le même ton que j'utilisais pour commander les conseils d'administration. Mes côtes guérissent, ma jambe se remet, mais plus important encore, mon esprit n'a jamais été aussi clair. J'ai pris le stylo plaqué or, l'ai examiné un bref instant, et l'ai jeté nonchalamment par-dessus mon épaule. Il a cliqueté inutilement contre le parquet. Il n'y aura pas de signature ce soir, ai-je annoncé à la table stupéfaite. En fait, le seul document que j'ai signé cette semaine était une directive à mes avocats d'affaires, transférant 95% de mes actifs visibles dans un trust caritatif irrévocable. Le visage de Michael s'est vidé de toute couleur. Il ressemblait à un homme qui venait de sauter d'un rebord et de réaliser qu'il ne pouvait pas voler. Tu n'as pas pu faire ça. Les comptes. Les comptes sont des coquilles vides, Michael, ai-je souri, un prédateur montrant les dents. Tout comme ta vie entière. Avant qu'il ne puisse répondre, les lourdes portes en acajou de la salle à manger privée se sont ouvertes en grand. Alice est entrée, ressemblant à un bourreau dans un tailleur anthracite. Elle n'était pas seule. Derrière elle se trouvaient 2 policiers en uniforme avec qui Alice s'était discrètement coordonnée. Après que Parker eut remis ses conclusions aux autorités. « Que signifie ceci ?» a crié Michael, sa panique perçant enfin sa façade. Il regarda frénétiquement les officiers, puis ses investisseurs. « C'est un dîner privé. Camilla, rappelle ton chien d'attaque. » Alice l'ignora. Elle se dirigea directement vers la table et laissa tomber 6 lourds et épais dossiers en manille sur le bois poli, un devant chacun des investisseurs déconcertés. « Mesdames et messieurs, ai-je dit en m'adressant à la salle, gardant mes yeux fixés sur le visage terrifié de Michael. Mon frère vous a invité ici ce soir pour prouver sa stabilité. J'ai invité mon avocate ici pour prouver son insolvabilité. Je vous exhorte à ouvrir ces dossiers. À l'intérieur, vous trouverez une comptabilité légale complète du cabinet de Michael des 5 dernières années. » Hésitant, les invités ont ouvert les dossiers. Vous verrez que le projet de développement Oakwood Ridge, pour lequel il a fortement mis à profit vos fonds, fait actuellement l'objet d'une enquête fédérale et est complètement en faillite, ai-je poursuivi, ma voix résonnant contre les murs lambrissés. Vous verrez que vos rendements mensuels ne sont en réalité que les investissements principaux de nouveaux clients. Ils ne gèrent pas votre patrimoine. Ils le cannibalisent. Mensonge. A hurlé Michael, de la salive volant de ses lèvres. Il s'est précipité vers la table, essayant d'arracher les dossiers, mais les 2 officiers se sont rapidement interposés, se plaçant entre lui et les invités. Elle est folle. Elle a eu une lésion cérébrale. Si je suis folle, Michael, dis-je froidement, alors explique la page 12. Explique les comptes offshore. Explique les 3 hypothèques sur ta maison. La salle à manger a sombré dans le chaos. Les investisseurs âgés haletaient, feuilletant les documents surlignés, leur visage passant de la confusion à une rage profonde et dévastée. Un homme a commencé à pleurer. Un autre s'est levé, pointant un doigt tremblant vers Michael, le traitant de voleur. Au milieu des cris, Sylvia s'est finalement levée. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas pleuré. Elle a contourné la table jusqu'à se trouver directement en face de Michael, qui transpirait abondamment, sa poitrine se soulevant alors qu'il cherchait une issue. « Sylvia, s'il te plaît » a supplié Michael, tendant une main vers elle. « Tu me connais. Tu sais que j'essayais juste d'aider la famille. Dis-leur. » Sylvia a fouillé dans son sac à main et en a sorti une seule feuille de papier froissé. C'était le relevé bancaire indiquant son solde de 34 €. Elle l'a tenu juste devant son visage. « Tu as volé mon avenir » a dit Sylvia, sa voix étrangement calme, possédant une puissance tranquille et dévastatrice. « Tu m'as regardé dans les yeux. Tu as utilisé ma peur pour ma mère, et tu as systématiquement vidé les économies de ma vie pour couvrir tes propres échecs pathétiques. Tu n'es pas ma famille.
Tu es un parasite. Elle laissa tomber le papier sur sa poitrine. Il a voltigé jusqu'au sol. J'en ai fini avec toi, a-t-elle dit. Elle lui a tourné le dos, s'est approchée de moi et a pris doucement et protectriquement mon bras non blessé. Officier, dit Alice d'un ton sec en s'avançant. Conformément au mandat délivré cet après-midi pour fraude électronique et abus de personnes âgées, je crois que vous avez un travail à faire. Michael n'a pas résisté. Le combat avait été complètement vidé de lui. Alors que les officiers s'avançaient et lui mettaient les menottes, récitant ses droits par-dessus le vacarme des investisseurs furieux, il m'a regardé une dernière fois. Il n'y avait plus de colère dans ses yeux, seulement la réalisation vide et terrifiée qu'il avait bâti sa maison sur du sable, et que je venais d'invoquer la marée. Les conséquences de cette nuit à l'Oak Creek Country Club furent rapides et absolument impitoyables. Au moment où les menottes se sont refermées sur les poignets de Michael, l'illusion qu'il avait passé toute sa vie à maintenir s'est brisée au-delà de toute réparation. Le lundi matin, le dossier de Parker avait été entièrement traité par le bureau du procureur de l'État. La SEC a gelé les restes pathétiques des comptes de l'entreprise de Michael. Ses costumes sur mesure et son condo de luxe hypothéqué jusqu'à la garde ont été saisis. Il a plaidé coupable de multiples chefs d'accusation de fraude électronique, de détournement de fonds et d'abus de personnes âgées pour éviter un procès long et humiliant. Il a été condamné à 8 ans dans un pénitencier fédéral. Je n'ai pas assisté à la sentence. Il avait cessé de faire partie de mon architecture au moment où il m'avait laissé pourrir dans ce lit de qualité inférieure. Ma propre guérison, cependant, ne faisait que commencer. Le lendemain du dîner, j'ai quitté Shady Piney pour toujours. Alice avait organisé mon transfert vers un établissement de rééducation privé et magnifiquement conçu, avec de grandes fenêtres, des jardins intérieurs et un personnel qui se souciait réellement. Sylvia était là tous les jours. Notre réconciliation ne fut ni immédiate ni simple. La trahison à laquelle elle avait participé, aussi manipulée qu'elle ait été, avait laissé de profondes cicatrices sur notre relation. Nous avons passé des heures dans le solarium tranquille du nouvel établissement, ayant les conversations difficiles et angoissantes que nous avions évitées pendant des années. J'avais si peur, maman, a-t-elle avoué un après-midi, tenant une tasse de thé, regardant les pelouses bien entretenues. Quand ils m'ont dit que tu ne t'en sortirais peut-être pas, j'ai paniqué. J'ai laissé oncle Michael me convaincre que je n'étais pas assez forte pour gérer ça, que j'avais besoin de lui pour prendre le volant. J'étais faible. Tu as été manipulée, Sylvia, les jeux corrigés doucement, tendant la main pour couvrir la sienne. Les bandages étaient enfin enlevés, révélant des cicatrices roses et vives qui s'estomperaient avec le temps. Mais tu as aussi fait le choix de détourner le regard. Tu as choisi le chemin facile de l'ignorance plutôt que le chemin difficile de la présence. Je sais, a-t-elle chuchoté, des larmes coulant sur ses joues. Et je dois vivre avec ça. J'ai perdu mes économies. J'ai failli te perdre. Je dois tout recommencer à zéro. Oui, c'est vrai, ai-je acquiescé, mon ton ferme mais aimant. Je ne vais pas remplir magiquement ton compte en banque, Sylvia. Tu dois apprendre à construire tes propres fondations brique par brique pour que personne ne puisse jamais les faire tomber à nouveau. Mais tu ne le feras pas seul. Je suis ta mère. Je serai toujours ta mère. Nous allons reconstruire ça. Et nous l'avons fait. Sylvia a quitté son appartement cher du centre-ville pour un studio modeste. Elle a pris un deuxième emploi le week-end pour reconstituer son fonds d'urgence. C'était un travail épuisant et humiliant, mais j'ai vu une nouvelle résilience se forger en elle, un noyau d'acier qu'elle ne possédait pas auparavant. Elle me rendait visite constamment, m'aidant avec ma physiothérapie, apprenant à naviguer dans la nouvelle dynamique honnête entre nous. 6 mois plus tard, ma guérison était presque complète. Je marchais toujours avec une légère boiterie, m'appuyant sur une canne élégante en fibre de carbone, mais la douleur était gérable et mon esprit était plus vif que jamais. C'était un mardi matin clair et lumineux quand Alice et moi nous tenions dans le hall de mon ancien cabinet d'architecte. L'endroit était animé, mais l'énergie était différente maintenant. Nous étions là pour une conférence de presse. Je me suis approché du podium, m'appuyant légèrement sur ma canne, regardant les journalistes rassemblés, et se tenant fièrement au premier rang, Sylvia. Pendant 30 ans, j'ai construit des structures physiques conçues pour résister aux tempêtes, ai-je parlé dans les microphones, ma voix forte et stable. Mais des événements récents dans ma vie personnelle m'ont appris que les structures les plus importantes que nous construisons ne sont pas faites de verre et d'acier, mais d'opportunité et d'intégrité. J'ai souri,
faisant un geste vers une grande pancarte voilée à côté du podium. Aujourd'hui, je lance officiellement la Fondation Arthur, ai-je annoncé alors qu'Alice retirait le voile, révélant un magnifique logo moderne. Financée par un trust privé non divulgué auparavant, cette fondation fonctionnera avec une dotation initiale de 40 millions d'euros. Son seul but est de fournir des bourses d'études complètes, du mentorat et une aide juridique à de jeunes femmes brillantes entrant dans les domaines de l'architecture et de l'ingénierie structurelle. Des femmes qui ont besoin de leur propre fondation. Les flashs des appareils photo ont crépité, la salle a éclaté en applaudissements. J'ai regardé Sylvia, qui rayonnait, applaudissant, ses yeux brillants d'une fierté sincère. Plus tard dans la soirée, je me suis assise sur le patio arrière de ma maison au bord du lac, celle que Michael avait si désespérément voulu liquider. Le soleil se couchait, projetant une lueur dorée et ardente sur l'eau. L'air était paisible. J'avais survécu à la collision de métal et de verre sur l'autoroute, et j'avais survécu à la collision de la cupidité et de la trahison au sein de ma propre famille. Michael était assis dans une cellule en béton, prisonnier de son propre dessein corrompu. Sylvia s'épanouissait, apprenant la vraie valeur du travail acharné et de la loyauté inébranlable. Et moi? J'ai pris une profonde inspiration de l'air frais du soir, sentant la terre solide et inflexible sous mes pieds. J'avais démoli une structure pourrie, déblayé les débris et construit quelque chose de beau et de durable à sa place. Le piège avait parfaitement fonctionné, mais la vraie victoire n'était pas la vengeance. C'était la paix qui a suivi. Les fondations étaient enfin solides.